La séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le pour toi. Histoire et confidence. À la Gardoise. Emmanuel a vaincu la noirceur grâce à un voyage initiatique en Amazonie. Son amour des plantes lui donne un nouveau sens et le guide vers un bien commun plus juste et plus lucide. Je m'appelle Emmanuel Raoul, et je suis paysan herboriste après avoir été journaliste. Bonjour monsieur, n'hésitez pas à prendre un flyer. Je fais des visites guidées gratuites de la ferme une fois par mois, le premier samedi du mois. À Bizac, c'est un des hameaux de la commune de Calvisson, à 2 km d'ici sur la route de Boissière. Il suffit de s'inscrire par SMS ou email. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, messieurs, dames. Bon, la première chose que j'ai faite en arrivant ici, ça a été effectivement de démarrer les plantations de haies. En tout, on a planté 1 millier d'arbres, dont 800 arbres de haies. Les arbres, c'est une leçon de patience. Parce que tu les plantes, ils sont comme ça. Là, aujourd'hui, les plus grands individus, ils font cette taille-là et je suis là, oh, trop bien. Mais ça commence à peine à ressembler à une haie, c'est-à-dire que tu la vois un peu de loin, quoi. Mais le résultat, il sera dans 6 ans, au bout de 10 ans, là, ça commencera à avoir un peu de la gueule, quoi. 10-15 ans. Donc c'est vrai que c'est ça, quand tu plantes des arbres, souvent ça te projette dans un temps beaucoup plus long que celui auquel tu es habituellement confronté. Bonjour, ça va? Bonjour maître. Les bocages, tout ça, ça faisait partie des paysages agricoles et ça a été éliminé avec le fameux remembrement quand l'État a organisé le rattachement de plein de parcelles entre elles, souvent contre l'avis des paysans, pour faire des plus grandes parcelles pour rendre possible la mécanisation. Et donc effectivement, à ce moment-là, ils ont coupé les arbres, les haies, comblé des fossés, comblé des ruisseaux. Et nous, ici, dans l'Avonage, il y avait des haies partout, jusque dans les années 50, où ils ont coupé les haies pour permettre les épandages de pesticides par avion. Et sauf qu'en fait, ces épandages de pesticides par avion, ils se sont arrêtés au bout de 2-3 ans. Parce qu'ils se sont aperçus qu'économiquement ou agronomiquement, ça ne valait pas le coup. Et ils sont revenus au pulvé derrière les tracteurs. Et donc, on a perdu toutes les haies dans l'Avonage à cette occasion-là. Et il n'y a que maintenant qu'elles sont de nouveau plantées. Là, il y a tout un mouvement citoyen qui s'appelle 5000 arbres dans l'Avonage, qui a démarré il y a déjà 2 ans avec une asso locale qui s'appelle Abeilles et Biodiversité, qui va voir plein d'agriculteurs pour les aider à remettre en place dans le paysage agricole. Et c'est vraiment, ouais, tu mises sur l'avenir, quoi. Et c'est là où j'ai mesuré que justement, il y avait des avantages immatériels à la plantation des arbres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir sous le prisme économique des sous, parce qu'effectivement, c'est de l'argent qu'on dépense, du temps de travail qu'on dépense et qui n'est pas immédiatement ou même à court ou moyen terme directement remboursé ou remboursable. Par contre, ça relie beaucoup les gens. Bonjour, si vous voulez goûter les sirops, les liqueurs, des tisanes, c'est possible, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de renseignements aussi. On a fait une fête des arbres pour la plantation, donc j'ai invité une vingtaine de copains à moi pour venir m'aider parce que je démarrais dans l'agriculture, je ne connaissais rien à rien. Et tout d'un coup, il fallait que je plante 600 arbres sur un week-end sans avoir vraiment de connaissances. Donc je me suis dit, j'y arriverai jamais tout seul. Donc j'ai fait venir des copains. Et puis aussi, j'ai fait des posts dans les pages locales Facebook du village et en disant, venez nous aider à planter les arbres. Et là, la surprise, c'est que j'ai une vingtaine d'inconnus qui sont venus nous aider pendant 2 jours sur la plantation. Alors que de plus en plus de gens font le constat de l'absence de sens de leur métier, de leur travail, de leur vie. Et c'est quelque chose qui a du sens. Voilà, on est dans le jardin de Bizac, le seul endroit dont je puisse dire que c'est la terre de mes ancêtres, puisque mes aïeux ont vécu et travaillé la terre dans ce hameau depuis environ 500 ans. C'était le jardin de ma maison de vacances et ici, je cultive une trentaine de plantes aromatiques et médicinales en bio, en agroforesterie, que je transforme ensuite en différents produits de santé ou de plaisir. J'ai passé les meilleures vacances de mon enfance et aujourd'hui, j'y vis probablement les meilleures années de ma vie.
Moi, ce que je faisais avant, j'étais journaliste, je travaillais dans les médias. Je l'avais fait avec un fond écolo et donc quelque chose d'un peu militant qui visait à essayer d'élever les consciences ou en tout cas de sensibiliser les consciences de l'opinion publique sur les enjeux environnementaux. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui et que je mets en pratique, mais d'une forme différente. Ce que j'aime bien dire, c'est que avant, je racontais des histoires avec des articles, des sujets radio ou des documentaires télé. Ben maintenant, en fait, je raconte une histoire, mais avec des tisanes ou des sirops ou des huiles essentielles et des liqueurs. Et qu'au fond, je suis toujours dans une narration. C'est juste que le support narratif a changé. C'est-à-dire que je continue d'essayer de raconter des histoires, sauf que maintenant, c'est plus les mêmes histoires. C'est souvent mon histoire personnelle de changement de vie, de découverte de tout ce potentiel du végétal. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, mon métier c'était d'annoncer les mauvaises nouvelles. Souvent les gens disent « Oh là là, le 20h, qu'est-ce que c'est anxiogène ?» Je leur dis « Mais imaginez pour ceux qui font les informations. » C'est-à-dire que toute la journée, on est au milieu de plein d'informations, des mauvaises nouvelles, des catastrophes, des études scientifiques alarmistes. Et on doit faire le choix, le tri, la hiérarchisation entre ces informations-là. J'étais en matinale depuis des années. Donc je me levais à 2h du matin et j'ai spécialisé les réseaux sociaux. Je fais un burn-out en juin 2016, donc épuisement professionnel, incapable de retourner au boulot, une noirceur dans l'esprit et dans la vision du monde, mais vraiment extrêmement sombre. Et au bout de plusieurs mois à végéter comme ça dans mon espèce d'état, parce que je pensais qu'en m'arrêtant de travailler ça allait aller mieux, mais en fait non, j'avais l'impression de tomber au fond, et puis chaque fois que j'arrivais au fond de quelque chose, c'est comme s'il y avait une nouvelle trappe qui s'ouvrait, et je tombais toujours plus bas. Et donc ça a dû m'arriver peut-être 2-3 mois après mon arrêt de travail, de me dire bon bah allez, faut que je parte au Pérou pour faire ma cure, faut que j'y aille quoi. L'ayahuasca, cette plante, elle a été majeure dans mon changement de vie. Elle te conduit à te confronter soit à tes aspects les plus sombres, soit à des événements traumatiques anciens que tu as occultés, soit à des informations de psychologie transgénérationnelle qui sont importantes, presque en t'emmenant jusqu'au bord de la rupture, mais sans jamais t'emmener jusqu'à l'endroit où tu pètes un plomb. Et en fait, au contraire, ça va juste permettre de crever l'abcès, quoi. D'identifier le truc qui va pas, l'origine, et de te dire bon ben en fait c'est ça le job quoi. Il faut avoir une forme de disposition d'esprit quand même. Tous les gens qui ont beaucoup de mal à lâcher prise, ça va être compliqué pour eux. Parce que l'ayahuasca c'est du lâcher prise. C'est de dire à une substance exogène, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi avec tout ce que ça va avoir d'inconfort, les nausées, les vomissements. C'est pas facile physiquement, c'est pas facile psychologiquement. Parce que mine de rien, on confie son esprit, son âme, son corps à une plante et au guérisseur, qui est un petit peu le chef d'orchestre de cette plante qui va activer par ses chants. Je l'ai prise dans un cadre où c'était autorisé, puisque au Pérou, l'ayahuasca est considéré comme faisant partie du patrimoine national. Donc pour eux, ils n'ont pas la vision qu'on a ici en France. Et ma guérison au Pérou, elle est intervenue avec une cérémonie en particulier, au cours de laquelle j'ai été abreuvé d'amour. J'ai reçu une quantité inouïe d'amour, un amour inconditionnel, un amour total qui m'est tombé dessus lors d'une espèce d'extase mystique et qui m'a vraiment été vraiment à l'origine de ma guérison, dans le sens où la noirceur de vision que j'avais développée à cause de mon métier s'est tout d'un coup retrouvée à voler en éclats sous l'effet de cette rencontre avec cet amour total, absolu, inconditionnel, qui me semblait venir du végétal et des plantes, que j'ai appelé l'amour inconditionnel des plantes. C'était même le nom de ma première marque de tisane. Et ça m'a changé, parce que je ne savais pas qu'autant d'amour ça pouvait exister. Et surtout, ça m'a donné du sens. Ça a réveillé les vieux cours de catéchisme en moi, où on me disait Dieu est amour,
on me disait Dieu est partout, et tout d'un coup je me suis dit mais en fait c'est ça. Quand on dit Dieu est amour, c'est qu'en fait cet amour, cette matrice universelle d'amour, on en vient et c'est là qu'on ira ensuite, et tout le reste c'est du détail. Et cet amour inconditionnel, il m'a remis à la fois dans la foi, dans la voie des plantes, et il m'a aussi guéri de cette noirceur et de ce pessimisme que j'avais, pour me permettre de focaliser mon attention sur la beauté des choses et la beauté du vivant notamment, et en particulier la beauté du végétal. Bon app. Je vais couper un peu de saucisson pour les amateurs de cochonaille. Il y a 4000 m², ouais. 4300 m². Et effectivement, je pourrais me satisfaire de ça. Enfin, en termes de boulot, déjà, rien qu'ici, il y a déjà beaucoup de taf. Mais j'ai encore une autre parcelle d'1,5 hectare qui est entièrement plantée. Et encore, il y a une autre parcelle d'1 hectare dans laquelle il y a quelques planches de culture. Mais ça veut dire que là, en tout, je suis à 1 hectare cultivé vraiment concrètement. Et je ne peux pas plus. C'est humainement, enfin, physiquement, et, en termes de. Même là, voilà, la tendance, elle est plutôt à essayer d'enlever des plantes, enlever un peu du travail. Parce que. Pourtant, je suis mécanisé, hein, j'ai un tracteur qui me permet de gagner du temps sur certaines choses, mais nous, en PAM, enfin en plantes aromatiques et médicinales, beaucoup du travail est manuel. C'est les œufs du jardin, les œufs de nos poules. On est presque autonome sur les œufs. Il nous reste bien d'autres cases à cocher dans l'autonomie, mais pour les œufs, ça va. Moi, c'est vraiment le changement, on devait dire des grands mots épistémiologiques que j'ai moi-même vécu. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme beaucoup d'humains, je me suis considéré tout en haut de la pyramide, et j'avais fait mienne la différence entre nature et culture. Je veux dire, il y a nous, les hommes, la danse, la musique, le chant, l'écriture, la culture, et il y a la nature, il y a le reste. Et or, on voit aujourd'hui que cette vision et cette distinction de nature-culture, il y a plein de peuples, non Django, non, chez qui elle n'est pas du tout pertinente. Parce que chez les chouards d'Amazonie, vous lui dites oui, ça c'est la nature. Non, mais en fait, on fait partie. On est connecté au végétal, à l'animal, même au minéral, et tout ça est interconnecté. Et que c'est cette artificialité de cette vision qui nous consacrait comme étant tout en haut, et qui donc nous légitimait à exploiter, extraire, maltraiter les végétaux, les animaux, le sol, et puis d'autres humains aussi, que tout ça était au fond fondé sur une erreur totale d'analyse. Je vais terminer. Et maintenant, moi, c'est ça que je raconte, même aux scolaires avec qui je suis, c'est de leur dire, mais regardez bien à quel point, en fait, tout ce que vous avez aujourd'hui, vous le devez à un moment au végétal et aux bactéries et aux champignons. Et que ce sont eux qui sont au fondement même de nos civilisations. Pas de pain sans levain, pas de vin sans levure. Tout ça sont des micro-organismes du vivant qui fait le job, et qui fait que les sommets de la gastronomie sont liés à des petites bactéries, des petits champignons, des petites levures, et que faire fi de tout ça, c'est aller droit dans le mur. Allez, on peut faire un tour par le jardin. Des petits cerisiers qu'on a plantés pour la consommation familiale personnelle, mais aussi sachez que la queue de cerise, avec laquelle on se fait les petites boucles d'oreilles, c'est aussi un remède, de la phytothérapie. C'est un grand diurétique. De la verveine, qui est une plante originaire du Chili, du Pérou, qui perd ses feuilles ici. Elle s'est acclimatée à nos latitudes en devenant caduque, et donc ici on les taille l'hiver pour qu'elles passent l'hiver bien à ras, et après elles repartent. Là, on a de l'achillée millefeuille, qui est une plante qu'on appelle sourcil de Vénus. Et selon la mythologie, c'est Athéna qui aurait enseigné
à Achille pendant la guerre de Troie, les vertus de cette plante qui est donc une plante hémostatique qui stoppe les saignements. C'est la plante des champs de bataille. Très très bonne plante aussi pour les femmes et les problématiques de la sphère utérine. Un peu de lavande vraie qui malheureusement la pauvre souffre beaucoup de la chaleur, souffert de la sécheresse. Là c'était de la mauve. Ici de la menthe poivrée. Mentha X piperata, la plus médicinale de toutes les menthes, très digestive. Là-bas, il y a de la mélisse. Vous voyez les petites fleurs oranges, c'est des soucis, mais des soucis officinaux. Là, vous avez de l'armoise commune, toujours de la mauve, la marjolaine, et puis une menthe que j'aime bien. Mais alors là, le problème des menthes, c'est qu'elles ont complètement disparu. C'est la menthe bergamote. C'est une menthe qui a odeur d'agrumes, avec laquelle je fais un sirop que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de succès, mais non, là, elle n'a pas encore commencé à repousser. Elle va bientôt réapparaître, mais là, pour l'instant... C'est difficile de savoir comment c'était avant, puisqu'on n'y était pas. Ce qui est sûr, c'est que les gens et les paysans avaient une relation très suivie et très proche avec toutes les plantes sauvages. C'est ce que Maria Treben, qui est une grande odeur de phytothérapie, appelait la pharmacie du bon Dieu. C'est-à-dire que tout le monde dans les campagnes savait se soigner avec toutes les plantes alentour et savait aussi s'alimenter avec et les connaissait intimement sans nécessairement connaître leur nom botanique, leur famille botanique, le nom des principes actifs. Ils savaient que telle plante c'était bon pour tel problème et que c'était normal de l'utiliser. Et c'est vrai que ça s'est complètement perdu avec l'industrialisation de l'agriculture après-guerre et la perte de ces savoirs, elle a été monumentale, ce qui fait qu'en l'espace de 2 générations, on a des agriculteurs qui ne connaissent pas ni les plantes, ni le nom, ni les vertus des plantes sauvages, et pour qui, au contraire, toute plante qui n'est pas celle qu'on a décidé d'implanter est considérée comme malvenue et à éradiquer. Pendant des milliers d'années, les paysans ont vécu et survécu grâce aux plantes sauvages. Il faut bien comprendre que les famines qui intervenaient, elles n'intervenaient pas en plein hiver. La plupart du temps, les famines, elles arrivaient plutôt en début de printemps. C'est-à-dire quand on avait épuisé toutes les réserves de grains dans les greniers et que les cultures maraîchères du printemps n'étaient pas encore en train de donner. Et donc à ce moment-là, les gens ont survécu grâce aux brassicacées qu'on voit là, les diplotaxis, les roquettes sauvages, toutes sortes de plantes qui poussent dès le mois de février-mars, qui sont pleines de vitamines, qui sont pleines de nutriments et grâce auxquelles les gens faisaient le pont, la jonction entre la fin des réserves de la récolte précédente et les nouvelles récoltes qui arrivaient. Alors là, vous rentrez dans ce qui n'est qu'un garage familial. À la base, c'est un garage quand même assez grand, prévu pour 4 voitures, que j'ai transformé en atelier, avec une partie outillage, une partie, je sais, c'est un peu ridicule, le showroom, là où j'accueille mes clients quand on fait de la vente à la ferme, c'est ici. Donc sur ce vieux piano, il y a une petite présentation de mes gammes, même pas complète là d'ailleurs, mais voilà, je présente mes produits. Et puis après, il y a des plantes partout. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on produit les plantes, après on les récolte, et ensuite on les emmène ici pour les sécher. Donc là, c'est le séchoir. Donc quand je fais des grosses récoltes, je vais emmener mes plantes ici, je les mets là, on démarre les ventilateurs et vous avez ces dispositifs qu'on appelle des clés, qu'on a auto-construits avec la grille de fond de ruche et des tasseaux. Et donc on pose les plantes ici, et il y a de l'air qui brasse en dessous et nous après on doit brasser les plantes pour qu'elles sèchent bien. Il faut utiliser tous ces sens pour déterminer si les plantes sont sèches. Donc il y a l'ouïe, il faut que ça craque. Sans que ça craque. Il y a le toucher, il faut que ce soit rêche, il faut que ce soit sec.
Bon, forcément, après, il y a aussi un peu l'odeur, mais ça, l'odeur, elle y est tout le temps. Mais une fois qu'elles sont sèches, le boulot est toujours pas terminé. Ça, c'est juste, c'est du thym en branche. Donc, pour avoir le produit fini qui est la feuille de thym, il va falloir le battre, lui taper dessus pour séparer les feuilles du bois. Et donc, une fois qu'on a fait ça, après on tamise, on trie, on passe au tamis et on trie pour arriver à la fin aux plantes, que à la feuille. Alors, ce qui est un peu frustrant dans notre pratique, c'est que si vous voulez, on démarre avec des plantes qu'on a arrosées, qu'on a bichonnées, mais après on les sèche. Et quand on les sèche, déjà on enlève 70% de leur poids à peu près, puisque les plantes c'est 80% de flotte. Nous on fait tomber le taux d'humidité à 12-15%. Donc déjà on a enlevé l'eau, on a enlevé une bonne partie de la masse. Mais après, on enlève le bois. Or c'est ce qui se pèse le plus, pour au final ne garder que des petites feuilles bien sèches comme celle-là, et qui pèsent mais 3 fois rien. Et alors c'est encore pire avec les fleurs. On est dans des sociétés et dans des modèles économiques capitalistes, libéraux, qui reposent sur les inégalités et qui prospèrent sur les inégalités. Et en même temps, ce sont ces mêmes inégalités qui vont faire qu'à un moment, ça ne va plus fonctionner. Toutes les graines, normalement, sont là pour qu'ils germent un éveil des consciences. Tous ces gens, tous ces jeunes qui cherchent du sens à leur vie et qui n'ont pas nécessairement envie de partir travailler dans une multinationale de l'agro-industrie, tous ces jeunes agronomes qui ont pris la parole à AgroParisTech pour dire nous on ne veut pas aller travailler dans des entreprises qui détruisent la biodiversité, on ne veut pas que notre intelligence et notre formation servent à ce projet-là et à ce système-là. Si tout cet argent-là, de la PAC, etc., on le mettait sur le soutien à une agriculture paysanne à petite échelle, avec plein de petits maraîchers qui s'installent autour de chaque commune qui aurait une petite ceinture maraîchère, avec pourquoi pas des contrats d'employés communaux pour les agriculteurs. On leur garantit un SMIG et ils vont continuer à faire le même métier, sauf que ce qu'ils vont vendre, au lieu de le vendre aux grandes surfaces, ils vont le vendre à la régie municipale pour la cantine ou pour des paniers pour les citoyens. Bon, mais ça pourrait marcher, sauf qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, ce qui guide ceux qui décident, ça reste toujours la recherche du profit à court terme et de conforter les puissances économiques actuelles qui ne peuvent pas vouloir le changement. Effectivement, quand on découvre l'ayahuasca au Pérou, on se dit putain, mais il faudrait la donner si ce n'est au monde entier, mais peut-être déjà commencer par la donner à des décideurs, à plein de gens qui ont du poids et du pouvoir, pour leur permettre ce changement de paradigme. Très clairement, il y a une carence spirituelle dans nos sociétés actuelles qui nourrit beaucoup de nos excès et de notre mal-être. Effectivement, quand on est journaliste au cœur de Paris, au cœur des cercles de pouvoir, alors moi je n'étais pas dans un cercle de pouvoir, mais je voyais bien les hommes politiques, les grands patrons qui défilent pour parler à l'antenne. On sait très bien que le changement ne viendra pas de ces gens-là. Ce seront les derniers à changer. Maintenant, les nouvelles que je sers et le narratif que je sers avec mes tisanes et mes produits, c'est en fait c'est possible de changer de vie, c'est possible de se mettre en accord avec ses valeurs et avec ses principes, c'est possible de remettre du sens dans notre métier, dans notre pratique professionnelle. Et moi je l'ai vécu grâce à cet accompagnement des plantes et grâce, par et pour elle. Ma fille, elle avait 3 ans quand j'ai fait mon changement de vie. Donc la pauvre, elle s'est retrouvée à me suivre dans mes cours de l'école des plantes. Elle a fait un herbier à partir de l'âge de 4 ans. Elle est venue ici, je lui ai appris à cultiver, elle connaît plein de plantes. Donc je me dis, elle a déjà des connaissances à son âge que moi je n'ai acquis qu'à 40 ans ou 45 ans. Dans les gamins de copains qui sont venus planter mes haies là, en novembre 2019, elle avait le petit Noam, il était d'un enthousiasme et d'une motivation pour venir planter ses arbres. Ça fait chaud au cœur de sentir ça et de voir ça. C'est là le motif d'espoir et c'est là aussi par exemple où moi je m'inscris en faux vis-à-vis de plein de gens de sensibilité écolo qui disent « Ah non, il ne faut pas faire d'enfants pour ne pas en rajouter sur cette planète et pour ne pas leur infliger de vivre ce
qu'on nous annonce et qui va probablement arriver. Parce que, au fond, se priver de son propre enfantement, ça va nous conduire à encore plus de noirceur et encore plus d'aquabonisme. Alors que dès qu'on a un enfant, moi je me bats chaque jour pour que ma fille puisse évoluer dans un environnement le plus favorable et propice possible à son équilibre et à la pérennité de nos générations à venir ensuite. Bon, les arbres que j'ai plantés, ils ont eu un bon taux de reprise. Il y en a à peine peut-être 3 ou 5% qui sont morts. Et donc je sais que les végétaux qu'on a plantés, ils vont continuer à prospérer et ils me projettent dans un futur un peu plus désirable, un peu plus enviable. Et effectivement, quand on est un acteur local, on mesure tout de suite l'impact de ses actions. Et donc, moi, c'est vrai que d'être passé dans le fer, ça m'a au moins... ça m'occupe physiquement et mentalement. Et en même temps, je me dis, mais ouais, on peut mesurer, là, quand on a démarré notre collectif qui s'appelle Bien Vivre en Vaunage, qui milite pour un air, une eau, des sols en bonne santé ici dans notre plaine. Qui a envie, ce collectif, de mettre sur la table du débat public comment on se nourrit, quelle va être notre alimentation et qui va la payer, à quel prix ça va se faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les orientations des syndicats dominants du secteur agricole sont dans la poursuite de leur modèle, qui est pourtant nocif pour la biodiversité, nocif pour le climat, et en plus ne permet même pas aux agriculteurs de se tirer un revenu décent. Et ce que j'ai fait lors de cette présentation, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur la question de la contamination de l'eau du robinet par des résidus de pesticides. J'ai fait mon métier de journaliste, c'est-à-dire que j'avais fait une enquête pendant des mois, et je l'ai restituée oralement avec une présentation PowerPoint très très basique. Mais j'étais dans ma pratique journalistique d'informer les gens en ayant fait un travail factuel, de recoupement. Mais j'avais les gens en face de moi, ils pouvaient me poser des questions, ils pouvaient m'interrompre, on a pu discuter après. Et après, ils viennent me voir en me disant je suis avec vous, je m'engage, je signe, c'est quoi la suite, quand est-ce qu'on tracte, quand est-ce qu'on... Et donc ça, c'est vrai que dans ce changement de vie, moi, c'est une des choses qui me plaît le plus, c'est-à-dire d'être dans l'action concrète. Garde-le pour toi. Réalisation, Hélène Genetet et Andreas Landeck.